Je ne suis pas du tout un expert, mais je suis quelqu'un en tant que diplomate portugaise, socialiste, qui essaie de faire son rôle, de jouer son rôle, de faire son boulot en tant que membre du Parlement européen, membre de la Commission de relations extérieures, aussi de la Commission des libertés civiles, sécurité intérieure, et qui essaie de d'ailleurs concilier droits de l'homme et sécurité et défense. Et donc depuis 2004, depuis que je suis entrée au Parlement européen, j'ai travaillé sur des dossiers du Moyen-Orient. Je dois dire qu'en rentrant au Parlement, j'étais déjà, par mon expérience antérieure comme diplomate de carrière, convaincue que la question du conflit israélo-palestinien était absolument capitale. L'expression que j'utilisais à l'époque et que j'utilise aujourd'hui, c'est le cancer des relations internationales, du manque de réglementation mondiale sur cette question. Et c'était une perception qui m'est venue déjà d'avoir travaillé en tant que diplomate au début du processus de paix Moyen-Orient en 1991, et très impliquée dans puisque c'était la présidence portugaise en 1992 qui a mis en place toutes les structures qui ont découlé de la conférence de Madrid. Et aussi, à cause de mon expérience, mon dernier poste diplomatique était ambassadeur en Indonésie entre 1989 et 2003, quand l'Indonésie a connu sa transition démocratique, l'Indonésie étant le plus populeux pays musulman au monde, ayant une démocratie, comme toutes les démocraties, avec un processus en construction démocratique, on n'est jamais parfait, mais clairement dans la voie démocratique, est déjà heurté au terrorisme, notamment à la branche locale de Al-Qaïda, le Jemaah Islamiyya, qui a d'ailleurs qui frappait souvent. Et nous, en Europe, on ne s'est pas rendu compte quand il y a eu la grande bombe de Bali en 2012, et donc beaucoup d'Australiens et d'Européens sont morts, mais entre-temps, des Indonésiens mouraient tous les jours sous les bombes de Jemaah Islamiyya. Et à l'époque, déjà, les spécialistes et les imams, les oulémas locaux nous disaient, à nous les diplomates, tout à voir avec l'Arabie Saoudite, c'est l'Arabie Saoudite qui finance, qui fait le prosélytisme du wahhabisme. Ça n'a rien à voir avec l'islam tel que nous le concevons dans un pays si divers et nous le pratiquons ici et par ailleurs, etc. Bon, c'est pourquoi donc je me suis occupée de ces questions au Parlement européen. J'étais rapporteur d'ailleurs pour l'Arabie Saoudite, le premier rapport qui a été fait sur l'Arabie Saoudite en 2013. Avant déjà, en 2008, j'ai fait un rapport sur l'Irak, en partant du fait que nous, les Européens, on s'était divisés à cause de l'invasion d'Irak en 2003, mais il fallait ne pas se laisser magnéter par ces divisions et aller de l'avant. On ne peut pas ignorer l'Irak, on ne doit pas ignorer l'Irak, et on devait s'engager avec l'Irak pour une voie, disons, démocratique. Moi, je dois dire, je crois fermement à l'Union européenne, à ses principes, à ses propos, même si et donc, parce que j'y crois, je suis très critique. Constructivement critique, mais très critique. Et donc, ce que je peux vous dire en ce moment, c'est que malheureusement, je n'ai vu que jusqu'ici, même s'il y a quelques succès relatifs et limités, et je pourrais dire que la négociation qui a conduit à une certaine normalisation, qu'on espère avec l'Iran, c'était important. Je crois que l'Union européenne
a joué un rôle important, même si je ne crois pas, comme on prétend, que c'est l'Union européenne qui a été décisive. Non, c'était les Américains qui ont été décisifs, à mon avis. Mais l'Union européenne a quand même joué un rôle important là-dessus, et c'était, bon, comme vous le savez très bien, sans manque de contradiction au sein des Européens même, notamment avec les positions ici de la France à l'époque. Mais à part ça, je regarde autour et c'est très décevant, le bilan. Même si, avec notamment le traité de Lisbonne et la création du poste de haut représentant pour la politique extérieure, et donc le fait que ce poste avait quelque chose de très important par rapport à ce qu'on avait avant avec Solana, c'est qu'on faisait la fusion entre donc, le rôle de haut représentant pour la politique extérieure, donc une espèce de ministre des Affaires étrangères, on l'appelait ministre des Affaires étrangères dans ce qu'on appelait à l'époque la Constitution pour l'Europe. Donc on a après changé, après le nom de la France et de l'Hollande, on a changé pour haut représentant pour la politique extérieure. Mais ce qui est très important, c'est que ce rôle de haut représentant vient aussi avec le chapeau de vice-président de la Commission. Et là, c'est la différence avec Solana, parce que en tant que vice-président de la Commission européenne, c'est l'argent, c'est le fric, ça fait énormément de différence. C'est les moyens financiers, mais aussi les ressources humaines pour faire en sorte que nos visions, notre rhétorique en matière de politique extérieure puissent devenir une réalité. Mais pour ça, il faut déjà comprendre que, et ça c'était aussi un des défis lancés aux représentants, c'est d'assurer la coordination entre les différentes politiques, notamment de politique extérieure, parce que bien sûr, on ne peut pas avoir des idéaux fantastiques, les objectifs du millénaire, ou maintenant les objectifs, comment est-ce qu'on dit ça en français? Sustainable goals, soutenable, durable, et puis avoir d'autres politiques qui font le contraire de ça, au niveau commercial, au niveau de la politique énergétique, au niveau... Et bien sûr, un autre défi très important, à mon avis, avec la création de ce poste, ce serait de doter l'Union européenne, finalement, pas seulement d'une politique, essayer d'organiser, de coordonner et de mettre en place une politique cohérente, consistante, extérieure, avec tous ces domaines commerciaux, développement, énergie, mais aussi le volet sécurité-défense, parce qu'on ne peut pas se tromper, hein. On a beau avoir du soft power, mais il faut quand même avoir du hard power, surtout dans un monde déréglé où on vit. C'est très important d'avoir du hard power, comme on le voit bien. Et donc ce serait aussi le grand défi pour le haut représentant de aussi pousser sur une politique commune de sécurité et défense. C'était mon espoir, mais jusqu'ici, je dois vous dire, je suis très déçue. La première question, parce que Mme Ashton, qui a été la première représentante, bien sûr, elle avait beaucoup de difficultés, notamment elle n'était pas préparée du tout, même du point de vue de la géographie, mais aussi, enfin, elle était anglaise, et on sait très bien que les Anglais, surtout par exemple en matière de politique et sécurité et défense, ils pouvaient faire une grande différence, mais ils ont choisi jusqu'ici, on verra justement qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui, mais ils ont choisi jusqu'ici de ne pas aider dans ce domaine-là, au contraire, de mettre des bâtons dans les roues. Enfin, choisir à la carte quand ça les arrange, bien sûr. Et maintenant, nous avons Mme Mogherini, qui est beaucoup plus préparée, je dirais, notamment en ce qui concerne le Moyen-Orient et donc le voisinage sud, beaucoup plus préparée de sa sensibilité italienne, mais beaucoup plus que ça, je dirais,
parce qu'elle a fait des études là-dessus, elle connaît, elle s'est engagée toute sa vie en tant qu'académique et puis comme parlementaire avec le Moyen-Orient. Je crois qu'elle est vraiment préoccupée, passionnée même des questions, notamment de la question israélo-palestinienne. Mais je dois dire aussi que jusqu'ici, je reste dans l'attente. Parce qu'il y a toutes sortes de contraintes et surtout des contraintes qui tiennent bien sûr à la direction politique de l'Union européenne. Et tout ce qu'on a vu ces années, c'est pourquoi on est dans l'état où l'on est. On est en tout domaine et c'est pas par hasard qu'on voit tous ces vents xénophobes, d'extrême droite, etc., s'ensuffler dans nos pays. Ça a beaucoup à voir au fait qu'au lieu de signifier un pas en avant dans un approfondissement de l'Union européenne et donc de l'intégration, y compris dans la politique extérieure, ce qu'on a vu ces années dernières, c'est la renationalisation, la regouvernementalisation de beaucoup de domaines, et dans ces domaines critiques, toutes les avancées sont très à la carte et pas vraiment cohérentes. Donc, c'est évident que ça se traduit particulièrement dans les défis qu'on a au Moyen-Orient et qui ont de retombées énormes chez nous, notamment dans le domaine de notre sécurité. Parce que, bien sûr, une des choses que le terrorisme, en nous frappant, nous a fait tous découvrir, c'est qu'évidemment, notre sécurité intérieure dépend énormément de la sécurité dans notre voisinage, dans le monde où l'on vit. Et aujourd'hui, on vit dans un monde globalisé, un monde qui est en village. Donc, c'est pas même le voisinage immédiat, c'est donc la sécurité globale qui a des implications chez nous. Et là, ce que je continue de voir, c'est que justement, la question du conflit israélo-palestinien, tout le temps a alimenté, même de façon instrumentale, toutes sortes de groupes terroristes, déjà en Indonésie avec le Jemaah Islamiyah. Mais aujourd'hui, on a des conflits comme le conflit syrien qui alimente encore davantage, peut-être pour le moment, mais je pense qu'à tout moment, et avec la situation se détériorant de façon accélérée en Palestine, et donc entre Israël et Palestine, ça peut avoir des conséquences terribles qu'on paiera très durement chez nous et partout dans le monde. Et je ne vois pas que l'Union européenne et que les pays membres s'y intéressent, à part donc cette fleur qui est maintenant faite par la France, que je salue parce que ça vaut mieux que rien du tout, même si j'ai beaucoup de doutes que ce soit une initiative cohérente. Aujourd'hui, on a justement écouté au Parlement européen M. Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne. Hier, c'était le président d'Israël, M. Rivlin, qui est venu. Bon, j'ai le sentiment que c'est une histoire de, comme on dit au Portugal, uma cravo, outra na ferradura. Je ne sais pas traduire ça en français. Donne une main et on reprend de l'autre. Oui, on essaie d'équilibrer, mais ce sont ces équilibrismes inconséquents, je crains. Parce que vraiment, la situation est telle. Et moi, j'étais en Palestine il y a 2 mois. J'ai visité des campements de bédouins qui sont en train d'être démolis. D'ailleurs, où l'Union européenne investit pour financer. Et puis, viennent les troupes israéliennes et écrasent. L'histoire de we want to be a player, not a payer, but on est tout le temps des payeurs et ils viennent toujours détruire. Et rien ne se passe. J'ai vu la progression, bien sûr, du mur et des colonies de façon incroyable par rapport à ce que j'avais vu la dernière fois où j'avais été. Et ce qui m'a aussi frappé beaucoup, bon, c'est le sentiment dans une partie de complètement apathie
de la plupart des Israéliens. Il y a le mur, ils ne voient pas, la vie est facile de leur côté, sauf quand il y a des attaques, même si ces attaques sont démonstratives du désespoir total des gamins, etc., que la situation est terrible, absolument. Et aussi du côté palestinien, le désespoir. Ce désespoir, moi j'étais là le jour où il y avait eu ce terrible incident à Hébron, où un soldat avait été déjà blessé au sol, avait été tué. Et j'ai passé là-bas, c'était horrible. Moi j'ai senti l'humiliation que les Palestiniens éprouvent tous les jours. Il faut être qu'être humain pour aussi le sentir et savoir que ça ne peut pas donner de bons résultats. Bon, je ne parle même pas de Gaza, mais ce que je parle, c'est que aussi du côté palestinien, j'ai vu les gens très désespérés aussi parce qu'ils ne croient plus à leur propre leadership. Ils n'y croient plus. Il n'y a pas de résultat, leur vie. Et puis, c'est vraiment... J'ai eu du mal. Je n'ai pas rencontré un seul jeune Palestinien qui me dise qu'il croit toujours à la solution des deux États. Donc, moi, je suis inquiète aussi parce que je pense que c'est vraiment une question existentielle pour Israël, mais c'est une question existentielle pour tout le monde dans la région. Et c'est vraiment à quel point la situation est terrible. Donc, c'est pourquoi je dis, je salue l'initiative française parce qu'elle est, comme disent les Américains, the only game in town, mais elle est en soi démonstrative du manque de tout, du manque d'une... Bon, quartet, c'est la plaisanterie, c'est le manque d'Europe. Bon, je crois que l'Europe, finalement aussi, regardant un petit peu la France et Mme Mogherini, s'attend à ce que cette initiative française nous mène quelque part, mais on voit bien sûr les relations d'Israël, on voit que ceux qui pouvaient mettre de la pression sur Israël ne le font pas, certainement pas les Américains en ce moment qui approchent la période lame duck, et certainement pas les Européens parce que on est dans une Europe allemande et l'Allemagne est un des pays qui est bien sûr très chantagé tout le temps par Israël et ça explique beaucoup de l'inaction. Et en plus, avec l'élargissement à l'Est donc de l'Union européenne, le camp où il y a des soutiens, des alignements acritiques, je dirais même, parce que je ne trouve pas qu'ils soient vraiment amis d'Israël, parce que je trouve qu'il y a un vrai problème existentiel en Israël, puis à cause de la démographie et tous les enjeux. Et donc, voilà, je suis très, très préoccupée là-dessus. Et d'autant plus qu'au sein aussi de l'Union européenne, il y a une autre, j'ai vu que ça se dégage un autre équilibre de force avec l'histoire des réserves de pétrole, de gaz naturel autour de l'île de Chypre et avec bien sûr les alignements qui vont dériver de l'intérêt, soit du point de vue de financement, soit de la technologie pour exploiter ces gisements et des intérêts qui bien sûr sont en train de s'établir de quelques pays européens de la région, notamment Chypre et Grèce, avec Israël. Bon, et la dernière chose qu'on me dit, c'est que d'ailleurs M. Erdogan, à cause de toutes les difficultés et de son manque d'amis, il essaie maintenant aussi de rebâtir une relation avec Israël. La Syrie, bon, je crois que par le débat que j'ai écouté avant, vous savez beaucoup plus que moi, mais voilà, c'est un cas où ça me choque terriblement que la rhétorique de l'Union européenne et donc de chacun de nos États membres, donc d'avoir cette union pour essayer de résoudre des conflits, pour les droits de l'homme, pour le rule of the law, etc. En Syrie, tout dans le sac. On n'a rien fait
maintes contradictions. Vous savez mieux que moi, la France a peut-être essayé, mais aussi a ses propres contradictions, ce recul, ses faiblesses. La Syrie, je n'en vois pas la fin, et surtout, bien sûr, quand on sait très bien que le conflit en Syrie est beaucoup plus que le conflit syrien en soi, et ça a beaucoup à voir avec ce conflit plus profond, chiite-sunnite. J'ai pensé que l'Iran pourrait jouer un rôle, pourrait être poussé à jouer un rôle positif, mais bien sûr ça impliquerait une initiative européenne que je ne vois pas du tout là. Ce que je vois en ce qui concerne l'Iran, c'est nos pays tous intéressés à faire en Iran ce qu'ils font en Arabie Saoudite, business, sans se poser des questions, droits de l'homme ou autre. Bon, ça, je ne dis pas que ça n'a pas aussi des retombées positives, mais de là à pousser l'Iran à jouer un rôle plutôt positif dans ce conflit, je ne vois pas. Même si je crois que par rapport à l'Arabie Saoudite, je pense que l'Iran est quand même une puissance, on peut être en désaccord en beaucoup de choses, mais c'est une puissance qui a une logique, qui a une, comment est-ce qu'on dit ça en français, qui peut délivrer. On a une structure de l'État qui peut délivrer et qui veut s'engager dans la politique régionale et globale. Donc, à mon avis, il y a de l'intérêt à cultiver et à développer des liens avec l'Iran, à le pousser à une position plutôt plus constructive qu'elle ne l'est pas du tout en ce moment. Mais, par contre, mais je ne vois pas qu'on le fasse, et je pense qu'au contraire, avec toutes nos autres politiques de business as usual, et normalement à cause du pétrole et à cause des ventes d'armes, etc., on ne fait même pas la différence avec l'Arabie Saoudite, et donc pour rééquilibrer cette relation très compliquée entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. Et par rapport à l'Iran, je pense que l'Arabie Saoudite, et c'est ce que j'ai vu quand j'ai fait mon rapport, et donc j'ai engagé, je suis allée là-bas et parlé avec tout le monde, c'est que c'est une puissance, ce n'est pas une puissance du tout, c'est quelque chose de tout à fait dysfonctionnel. Donc qui est maintenu par nous tous qui faisons avec parce qu'on a des intérêts économiques. Mais à mon avis, ces intérêts économiques ne sont pas en ligne avec nos intérêts de sécurité, au contraire, comme je vous ai dit. Bon, je vais peut-être m'arrêter là. Je pourrais encore vous parler sur beaucoup d'autres contradictions, la Libye, etc. Mais je me garde peut-être pour... je me garderai pour le débat si vous en seriez intéressé.